Bonsoir à tous, bienvenue dans Culture 100 et Or, l'émission qui débriefe les matchs du Racing Club de Lens. Et ce soir, on va commenter la nette victoire face à Nantes, 4-0, victoire qui permet de remonter au classement et de soigner la différence de but. Ça, c'est la très bonne nouvelle du week-end. Mais une performance qui a suscité des sentiments mitigés et on a vu un Francaise agacé parfois sur son banc. Alors, sommes-nous devenus trop gourmands en tant que supporters ou faut-il ne garder que le positif parce que tout de même, cette équipe de Lens, elle se porte bien. Ce sont les questions auxquelles vont tenter de répondre nos intervenants ce soir et je vous les présente. En commençant par la bande des 3A. Tout d'abord, un sage qui aime prendre du recul face aux événements, Amaury. Bonsoir Amaury. Salut Hugues, bonsoir à tous. Ensuite, un enthousiaste qui a pour lui l'élan de sa jeunesse et sa longue fréquentation de la tribune Garcès, Antoine Combe. Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous. Je passe à notre chroniqueur qui aime gratter les sujets les plus pointus, Antoine. Bonsoir Antoine. Salut Hugues. Et enfin, le seul ici qui puisse dire, moi, le FC Nantes, je les ai déjà battus. J'ai retrouvé une victoire avec les Stacks il y a 18 ans. C'est Sébastien Dallet. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Hugues, bonsoir tout le monde. Il les avait éclatés ou pas? Non, 1-0 et il avait pris un carton jaune à la fin. Peut-être qu'il Mais s'en ça lui souvient. suffit, hein. Je crois Seb, 1-0, il les éclate quand même. Ah, c'est 30 points. Eh oui. Donc pour commencer, vous connaissez la tradition. Je vais vous demander en un mot de dire votre sentiment face à cette rencontre. Antoine Combe d'abord. Demi-teinte. Amaury, quel a été ton sentiment en un mot? Soulagé. Sébastien J'allais dire soulagé également. et Antoine. Merci. Antoine pour terminer. Moi je dirais optimisation. Ça a été une victoire optimisée par rapport à la prestation. C'est un sacré sentiment, ça, de l'optimisation. Ouais, c'est quelque chose que j'éprouve souvent, quasiment de manière quotidienne. Alors oui, il fallait optimiser cette semaine. Il fallait repartir de l'avant après ce match tendu et compliqué en Ligue des Champions face à un FC Nantes qui comptait 5 points d'avance avant le coup d'envoi. Et il y avait un écart comptable, mais c'est le genre d'adversaire que beaucoup d'adversaires trouvent moins solide, moins redoutable que le RC Lens. Pour autant, on a un match qui commence très serré avec dès la deuxième minute un contrôle trop long de Florian Sotoka sur une passe de Brice Samba qui donne la première occasion aux Canaries. Donc Antoine, on a senti des 100 et Or pas vraiment à l'aise balle au pied en ce début de rencontre. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette entame? C'est une entame que j'ai trouvée poussive, ouais. En fait, elle me faisait penser un peu aux premières mi-temps aux périodes contre le Havre et contre le PSV où j'avais le sentiment qu'on avait tout le temps un temps de retard sur l'adversaire, où en fait on a été très vite pris dans un pressing et au final on s'est rendu compte que les Canaries en fait ils sont vite projetés dans notre surface, ils ont eu des situations et au final on a quand même pas mal de réussite je trouve dans ce premier quart de match, ce qui par la suite nous permet en fait de basculer sur un fait de jeu. Mais c'est vrai que sur l'entame de match, j'ai trouvé que les Nantais avaient pris entre guillemets le match en main et ça m'a pas forcément rassuré sur l'entame. Alors, Amaury, on va essayer quand même d'être positif puisque Nantes n'a pas été très dangereux. Ces Canaries, ils ont leur seul tir cadré à la 11e minute. C'est Merlin qui envoie cette frappe de l'extérieur du gauche. Donc, une défense solide qui a bien protégé Brice Samba, qui a beaucoup gêné les attaquants nantais. Qu'est-ce qui a changé, d'après toi, qui fait que cette défense, elle encaisse beaucoup moins de buts? Moi, là, pour le coup, sur la mi-temps d'hier, je dirais surtout que c'était un manque de talent individuel côté nantais. Parce qu'ils ont été très souvent dans notre surface, beaucoup trop souvent. D'ailleurs, les Nantais, je crois qu'ils ont tous eu la stat parce qu'ils l'ont dit 3 fois en interview, je crois que c'est 15 fois dans la surface sur la première mi-temps, c'est juste énorme. Et je pense que s'il y avait un attaquant d'un autre calibre, sans mettre en cause Aveline, mais je pense que s'il y avait plus de talent individuel, il y aurait pu et il y aurait dû y avoir même un but côté nantais parce que la stade des tirs cadrés, selon moi, est assez erronée parce qu'ils nous ont bougé. L'équipe nantaise a été hyper entreprenante. Ils sont venus nous chercher comme peu d'équipes sont venues nous chercher sur la première mi-temps. Alors peut-être un peu trop parce qu'en deuxième mi-temps, ils sont liquéfiés, mais ils sont venus avec un pressing hyper haut et on n'a juste jamais réussi à trouver un joueur face au jeu. Et on rejouait à chaque fois sur des joueurs d'eau qui remettaient derrière et on n'a jamais eu de lien dans nos sorties de balle. Ouais, Antoine Combe, qu'est-ce que toi t'en as pensé de cette prestation défensive? On a quand même certaines certitudes qui se sont établies avec cette défense centrale qui, depuis quelques matchs, paraît très solide.
Moi, j'ai envie de nuancer un peu plus sur le fait qu'on a été gêné par Nantes. Moi, je trouve qu'on les a aussi gênés. J'ai une action en tête, vue du stade, c'était très marquant. Donc, on a une relance vraiment assez basse. Et en fait, il y a Sotoka qui va venir décrocher tout seul dans un no man's land entre notre défense et le milieu de terrain. Et tous les Nantais étaient un peu désorganisés. Et c'est dommage de ne pas avoir su assez jouer sur ça, sur les transitions et sur les relances. Après, au niveau du jeu défensif, je trouve que les trois derrière ont été assez bons. Le vrai souci de la première mi-temps, ça a été le milieu de terrain qui a trop peu pesé sur le jeu pour pouvoir faire justement le manque de liant que vient de montrer Amaury. Alors toi qui étais au stade, Sébastien, et qui est peut-être le spécialiste de ça, est-ce que tu penses que les conditions météorologiques ont quand même pu gêner la qualité du jeu? On a vu à un moment une bâche publicitaire, à un autre moment un matelas protecteur de caméra qui sont arrivés dans la surface de réparation. Une boîte aux lettres, disaient les commentateurs, effectivement. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et on avait l'impression que c'était difficile de jouer des ballons en haut. Qu'est-ce que toi, tu as vu au stade? Est-ce que, d'après toi, ça peut perturber? Oui, alors effectivement, les conditions météorologiques, forcément, ont de l'impact aussi sur le jeu. Donc, quand il y a du vent et des bourrasques comme samedi soir, effectivement, ça joue sur la qualité technique, mais pas sur l'envie, pas sur le placement, pas sur la tactique. Après, il faut savoir jouer plus au sol que en l'air. Je pense notamment au dégagement de Brice Samba dans les relances, où il n'y a pas un ballon qui arrive en fait. Et puis après, c'était intéressant ce qu'Antoine disait, c'est le décrochage un petit peu de Sotoka et de Thomasson. Et ça a été étudié parce qu'ils savaient, j'ai pu entendre quelques interviews en fait intéressants. Sotoka expliquait qu'effectivement ils avaient capté qu'ils allaient mettre Nantes un gros pressing sur justement les deux milieux, que ce soit Sotoka ou Thomasson, et ils ont réussi effectivement à trouver. Et moi je trouve qu'on les a vus, on les a vraiment vus en première période. C'était peut-être ceux qu'on voyait le plus. Donc c'était intéressant. Ils ont réussi à dézonner pour pouvoir apporter le danger. Après, quand on regarde bien l'entame, vraiment l'entame, c'est un peu comme contre Eindhoven, c'est qu'on doit mener au score déjà très rapidement dans le match en fait. On a les premières situations importantes. Après, effectivement, Nantes nous a bien cadré, nous a mis un peu la misère et en difficulté. Mais bon, voilà, on va passer à l'étape du match supérieur dans les prochaines questions. Mais effectivement, on s'en sort miraculeusement en menant 1-0 à la mi-temps. C'est vrai que je déteste parler de l'arbitrage, mais c'est vrai qu'il y a quand même deux faits de jeu à un moment, en tout début de match, où tu as Wai en fait, qui prend le dessus sur son adversaire direct, et en fait, ça fait un 2 contre 1. Et comme tu dis, Seb, c'est le tout début de match où en fait, on n'a pas encore eu l'occasion d'assister à un véritable basculement dans le rapport de force, entre guillemets, sur une séquence de jeu. Et en fait, très rapidement, tu te dis, cette action-là, si Wai passe, en fait, il fait un centre en retrait. Je pense qu'on est à 80% de chance d'ouvrir le score. Et c'est vrai qu'au final, même si... en fait, j'ai l'impression en ce moment que le RC Lens, sur les premières mi-temps, on fait des entames intéressantes avec de l'énergie, mais que sur une période qui va de la 15e minute à quasiment la fin de la première mi-temps, on vit vraiment un trou d'air et on est en phase d'être dominé. C'est important parce que quand tu regardes Eindhoven et Nantes, tu dois vraiment mener au score en fait très rapidement. Donc tu parlais de l'attaquant des attaquants de Nantes qui n'étaient pas assez cliniques, mais si nous à Lens on est clinique, en Ligue des Champions et ce match-là, tu mènes déjà au score au bout d'1 ou 2 minutes de jeu, quoi. Oui, et c'est là qu'on voit toute l'importance de bien trouver Eli Wai. On a quand même eu du mal à faire, Antoine Combe. On a Sotoka et Thomasson qui étaient quand même bien serrés. Alors effectivement, quand ils dézonaient, c'était un peu plus facile, ils avaient un peu plus d'espace, mais les milieux défensifs nantais ont été efficaces. Donc comment t'expliques ces difficultés à trouver Eli Wai lors de la première période? En fait, on l'a trouvé 2 fois où il doit marquer. Pour moi, Wai, s'il est bien servi par ses coéquipiers, il doit finir avec un doublé, un but dans chaque mi-temps. La première mi-temps, c'est le centre d'Aguilar où il se retrouve face au gardien, il préfère la jouer. Si le centre est bien ajusté, il y en a qui vont tomber sur Wai. Pour moi, c'est le centre qui est pas bon. Et il est obligé de la prendre un peu en bout de course, pied gauche, et bon, elle finit petit filet. Et par en deuxième mi-temps, c'est un centre de Machado où il tarde à centrer. Et au moment où Wai la reprend, le gardien est déjà devant Wai. Il a un tout petit peu dévié le deuxième centre. Il a un tout petit peu dévié. Ok. Mais vraiment légèrement. Ouais. Mais de toute façon,
au moment où il la reprend, le gardien est en face de lui, il peut pas faire plus. Donc en Ouais. fait, on a réussi à le trouver, c'est juste qu'on n'a pas été assez précis. Et justement, à défaut que ce soit Sotoka ou Thomasson qui le trouve, là, c'était nos pistons. Et bon, le problème, c'est que ça n'a pas été assez juste techniquement. Ouais, Amaury, j'ai envie de faire un focus du coup sur le milieu de terrain axiaux. On a cette fois-ci Franquès qui choisit d'aligner Salis Abdoul Samed et Andy Diouf, le Ghanéen qui est un titulaire indiscutable, un des tauliers de l'effectif malgré les performances en dents de scie, et l'ancien Rennais qui a une position plus délicate avec des attentes fortes du public, qui montre beaucoup de bonne volonté, mais qui a des prestations qui, on sent, paraissent un petit peu en dessous de son potentiel. Donc moi, je vais te poser la question très franchement, est-ce que c'est une paire de milieux axiaux qui te convainc, puisqu'elle est souvent alignée en Ligue 1? Alors, pour l'instant, non, mais pour avoir regardé quasi tous les matchs de prépa, Diouf, j'avais aucun doute. Je me suis dit, encore une pépite, il va tout exploser, c'est reparti. Et le manque, je pense qu'il y a un manque de confiance criant sur les conduites de balles. Moi, j'ai des joueurs en district qui conduisent les ballons aussi bien que lui. C'est pas du tout fluide. Il fait des tours sur lui-même. Je pense que c'est 95% dans la tête, parce qu'en match de prépa, il roulait sur tout le monde. Et donc, non, ça me convainc pas. Pour le coup, face à une équipe comme Nantes, je suis pas sûr que Samed et Mendy auraient été mieux puisqu'on a le besoin de faire le jeu et que Mendy, c'est quand même pas sa qualité première. C'est très bien en Ligue des Champions. On sait qu'on aura un peu moins le ballon et on va plus défendre. On a besoin de récupérer plus de ballons. Mais c'est clairement le poste qui nous fragilise parce qu'on n'a pas de joueurs pour faire les transitions. Samed, son job, c'est pas de prendre le ballon et de l'amener devant et distribuer. C'est clairement à Andy Diouf que ça revient. Et sur des matchs comme ça où on n'a pas beaucoup d'espace, Thomasson et Sotoka, c'est très bien, mais ce sont des joueurs d'espace. Donc c'est très bien sur des matchs contre Eindhoven ou en Ligue des Champions où on a besoin de beaucoup de volume de jeu, de courir. Là, on a besoin de justesse. Et j'allais peut-être aller un peu trop loin, j'allais parler de Doyer, on le fera tout à l'heure. Mais pour moi, chaque joueur a son profil et il faut aussi respecter les profils. Les mecs sont là, ils ont des profils de jeu, on peut pas tout recréer. Oui, Wai, on le notera, mais je vais demander à Sébastien Dallier, je vais mettre les pieds dans le plat. On voit que la rentrée de Neil El Ainaoui est encore très intéressante. Un joueur qui voit clair quand il a le ballon, qui s'impose dans les duels, qui est tout de suite dans le rythme dès que Franquès le met sur le terrain. Donc j'ai envie de te demander, Sébastien, est-ce qu'il faut en faire un titulaire? J'aimerais bien le voir titulaire. J'aimerais bien, vraiment bien le voir titulaire parce que tu fais bien d'en parler. C'est vraiment quelqu'un qui, depuis le début, moi, me surprend, mais agréablement, vraiment. Je crois que tout le monde ici, ou tous supporters de Lens, on est tous agréablement surpris par Neil El Ainaoui. Et donc, ouais, non, vraiment incroyable. Je reviens quand même sur la paire de milieux qu'on avait. Si je peux donner mon avis, Diouf, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, ce qu'il y a de bien, ce que j'apprécie, c'est qu'il tente, malgré tout, mais c'est toujours les mêmes actions. C'est-à-dire qu'il va transpercer 30 mètres, mais au bout de 30 mètres, il va se retrouver à un duel, il va perdre le ballon. C'est-à-dire le premier duel, il perd à chaque fois. Il surjoue, en fait. À chaque fois. Et après, C'est totalement Samed, l'année dernière, je suis désolé, il jouait vers l'avant. Là, il a joué que derrière. Tu sens le mec, à un moment donné, j'ai vu Franquès qui lui parle, qui lui dit retourne-toi, joue vers l'avant. Il a essayé, il s'est fait engueuler par Danso, comme quoi il fallait qu'il lâche la balle plus vite. Voilà, Abdoul Samed, il est en manque de confiance terrible. J'ai l'impression, vraiment. Alors, parce qu'il a perdu ses repères aussi. Ce duo, effectivement, ne me convainc pas non plus, quoi, vraiment. Mais j'ai hâte de voir effectivement l'Anaï titulaire, carrément. Après si je peux me permettre, pour Andy Diouf, je pense qu'on est sur un joueur qui vient d'arriver, qui a 20 ans, qui a une saison en Suisse, qui pèse aussi 15 millions, donc deuxième plus gros transfert de l'histoire du RC Lens, qui arrive avec un statut de remplaçant de Seko Fofana. Et en fait, je pense qu'il veut trop en faire. Et je pense qu'il est trop à la recherche de son premier but, il est trop à la recherche de sa première perforation, il est trop et on se rappelle de son match contre Rennes, deuxième journée, il met une frappe, mais là, pour le coup, en fait, souvent, et ça, Seb, je pense que il ira dans ce sens-là, mais en fait, tu repères en fait la confiance d'un joueur à sa qualité de frappe. Moi, je me rappelle la frappe qu'il met contre Rennes. J'ai vraiment été en confiance. Non, mais là, tu le sens, en fait, il frappe même plus, en fait. Il fait des petits tourniquets, il court 30 mètres, et puis il fait des petits tourniquets, et puis, en fait, il apporte aucune valeur ajoutée. Et je pense que le fait qu'il surjoue comme ça fait que, en fait, Samed à côté de lui, il a plus son Seko Fofana à côté de lui, mais il a un Andy Diouf qui surjoue, qui est pas non plus collectivement efficace, et du coup fait que, en fait, ça affecte le jeu de Samed. Et en fait, c'est toujours comme ça, c'est des effets dominos qui font qu'aujourd'hui, on a un milieu de terrain, un double pivot, en fait, qui
qui peut-être a besoin d'un jeu de positionnement différent de la part de Thomasson, Fulgini devant pour retrouver une forme d'équilibre. Je vais peut-être un peu vite, mais c'est ce qu'on a vu en deuxième mi-temps. Non, je suis d'accord avec toi, Antoine, parce que j'ai beaucoup observé Andy Diouf et le problème, ça a été la finition de ses actions. C'est-à-dire qu'il démarrait très fort, il avait cette capacité à perforer, mais les passes étaient mal assurées. Elles n'arrivaient pas dans le bon tempo, elles n'arrivaient pas au bon joueur, celui qui était démarqué. Mais malgré tout, bon, on a cette action pour revenir au fil du match à la 24e où Eli Wahi est trouvé par Florian Sotoka, il obtient un corner et après, ça donne le but avec cette faute de Jean-Kévin Duverne. Toi qui voyais le match à la télévision, Antoine, qui a pu voir le ralenti 5 fois, est-ce que tu penses qu'il y avait pénalty sur ce tir de Jean-Kévin Duverne entre les jambes de Thomasson? Oui, moi je pense que, sur pareil, quand je dois juger un penalty, j'aime bien mettre une note sur 100 et c'est toujours un peu une granularité. Je mettrais, oui, pour moi, il y a plus de 50% de cas où une situation comme ça siffle penalty. Donc oui, pour moi, il y a plus penalty que pas penalty. Ouais. Donc Antoine, comme tu le suggérais un peu, c'était quand même assez heureux de rentrer à la pause en menant 1-0. C'était bien récompensé. Oui, pour moi, le score plus logique aurait été 0-0, de par la pauvreté en termes d'action. 1-1. Oui, plus un partout, avec l'occasion d'Aguilar pour nous et le raté de Moutoussamy, oui, plutôt Moi, un partout. j'aurais Je vu suis d'accord. 2-2 ou 3-2 ou 2-3. Non, pas autant. Bon, après, c'est ton avis. Mais oui, le score est plutôt flatteur pour une fois en notre faveur. Ou pour une fois, c'est nous qui arrivons enfin à ouvrir le score et pas le concéder sur l'une des rares occasions adverses. Donc oui, non, le score est assez flatteur au niveau de la physionomie de la première mi-temps. Bon, 3-3, ça supposerait peut-être qu'il y ait des gardiens un peu moins bons. Or, Brice Samba, c'est le gardien numéro 2 de l'équipe de France. Alban Lafont, c'est aussi un prétendant aux sélections en bleu. Donc, qui est 1-0 seulement, je trouve ça assez logique. En deuxième mi-temps, on est revenu avec de très bonnes intentions. Et évidemment, il y a un joueur qui a été détonateur et on en reparlera. C'est Facundo Medina. On va un peu parler de ce but où on a un cas d'école d'un joueur qui apporte une perturbation à Maury, qui vraiment met sans dessus le système défensif des Nantais. Du dépassement de fonction, du mouvement, des choses simples. Et le bloc a été assez vite mis en danger. Mais je pense que dès les 46e, on a quand même vu que Nantes était moins là dans les pressings. Nous, on arrivait enfin à prendre le ballon et se retourner, en tout cas au moins les deux paires, la paire au milieu, là, qui arrivait enfin à les vers d'avant. Et oui, dépassement de fonction, Medina, moi, ça reste gratuit mon chouchou, mais Medina, il commence à venir très très près quand même, parce que ce qu'il arrive à enchaîner là, pied droit, un défenseur central au 20 mètres. Et en plus, Sotoka doit tellement tirer avant. Ça s'ouvre devant lui et il vient rechercher Medina pied droit. Et Medina, après, il était en feu, déjà qu'il est en feu naturellement. Mais alors là, le petit pont, il nous a tout fait. Il a été, mais surtout défensivement, je pense que ça devient vraiment le meilleur relanceur de la Ligue 1 parce qu'il est vraiment exceptionnel. Alors, Sébastien, il y a eu un débat un petit peu sur l'ambiance qu'il y a eu à Bollaert. Comment tu as trouvé, est-ce que Lens a joué, enfin, le stade de Lens a joué son rôle de 12e homme avant-hier soir? Oui, moi j'ai trouvé que l'ambiance était plutôt pas mal. Il y a eu un petit creux vite fait, mais non, j'ai pas été choqué. Bien au contraire, j'ai trouvé qu'il y avait de l'ambiance. Ouais, carrément. Donc pour moi, oui, le public et les supporters ont joué leur rôle pleinement. Et d'ailleurs, Sotoka le disait aussi, quand tu as la 70e, il entend les corons avec tous les téléphones allumés. Franchement, c'était magnifique et un gros moment intense et émotionnellement parlant. Et donc, non, pour moi, le public, je ne suis pas au courant des choses qui se sont dites en tout cas, mais il y avait de l'ambiance au stade. C'était plutôt sympa avec une deuxième mi-temps effectivement enflammée. Et donc, j'ai trouvé les supporters derrière les joueurs sans problème. Alors Antoine, comme moi, je voulais te parler des fameux finisseurs, ceux qui rentrent en cours de jeu. Et là, Francaise a attendu quand même 68 minutes. Est-ce que tu trouvais pas, on parlait par exemple du manque de créativité peut-être de certains milieux, est-ce que tu trouvais pas que Angelo Fulgini aurait été utile plus tôt dans ce match? Or, il ne fait même pas partie des premiers entrées, c'est Aïdara et Guilavogui. C'est la physionomie du match, je pense, qui a dicté plutôt l'ordre de ses rentrées, où il fait ses changements il y a 2-0, il me semble.
Et limite, je pense qu'il attend de voir un peu comment s'adapte son équipe au changement tactique de Nantes, où il passe à 4, où en fait ça libère encore plus d'espace, et donc ça laisse du champ justement à ce qu'on disait, les joueurs d'espace, Thomasson, Sotoka. Donc non, moi j'ai pas été surpris, j'ai pas trouvé non plus la nécessité de par l'évolution. 2-0, Nantes assez absent, Fulgini qui avait joué contre le PSV. Donc non, moi ça m'a pas vraiment surpris. Ce qui m'a surpris, c'est que je pensais voir Cortés plus tôt, justement, en peu justement dynamiteur, pour vraiment faire mal et terminer le boulot. Bon, il est rentré vers la fin de match, mais non, moi j'ai pas du tout été surpris par les changements. Je les ai trouvés logiques, et surtout qu'on était dans une logique d'enchaînement de matchs, et notamment Fulgini qui avait pas mal joué ces derniers matchs. Ça m'a pas étonné de le voir un peu plus tard qu'avant la 70e, 75e. Moi, j'ai bien aimé, hein, si je peux me permettre, les finisseurs, justement. Enfin, tu as des remplaçants qui jouent vraiment leur rôle. Tu vois, depuis le début de la saison, c'était notre force l'année dernière. Aux alentours de la 60e, à chaque fois, on avait 3 changements, et ça a changé effectivement. Tu bénéficies du travail des titulaires tout au long du match, et tu arrives et tu enfonces le clou. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai apprécié vraiment l'entrée de Guilavogui. D'accord. Cortés, il aurait pu marquer son premier but, mais du coup, c'est un autre remplaçant qui marque, El Anaoui. Donc, moi, j'ai vraiment bien aimé ce coaching et l'entrée des finisseurs. Alors, Sachant que Antoine, la passe c'est Guilavogui qui crée un décalage pour Aguilar, qui centre mal repris par Cortés pour une finition d'El Anaoui. En fait, c'est 4 joueurs de banc qui sont sur cette action. Antoine, moi je voulais te parler de l'action qui amène le 3e but, donc cette frappe de Guilavogui qui fait une bonne entrée. Déjà, est-ce que tu peux me commenter l'entrée de Guilavogui? Et deuxième chose que tu pourrais me commenter, c'est Sotoka qui retire le penalty, alors que le premier, il a vraiment beaucoup de réussite de tirer à cet endroit-là, juste entre le ventre et le sol, et de marquer, alors que c'est pas évident. Hein. Ouais, bah d'ailleurs l'anecdote est marrante parce qu'à la mi-temps, au micro de Canal, il reconnaît sans problème qu'il est super mal tiré son premier penalty. Donc il est quand même très lucide sur ça, et c'est vrai que il le redit en fait, le fait de mal tirer son penalty, ça lui permet de marquer, parce que s'il l'avait mieux tiré, en fait, Lafont était sur la trajectoire. Sur la rentrée de Guilavogui, Guilavogui, moi, il manque de justesse technique. On va pas se mentir. C'est un joueur qui arrive, il arrive quand même en Ligue 1 un peu plus tard que les temps de passage entre guillemets normaux de joueurs très très talentueux entre guillemets. Donc il a forcément il a pris du retard dans sa carrière. On sent que techniquement c'est pas Wai, c'est pas Thomasson, c'est pas Fulgini, c'est pas un joueur qui est très fin techniquement. Par contre, son entrée, elle est caractéristique du joueur qu'il est, c'est-à-dire qu'il monte tout de suite très fort au pressing, il récupère le ballon en avançant en fait, donc il joue vraiment ce rôle de premier défenseur, en mettant la pression, et puis voilà, cette action termine sur un penalty, et pour donc finir l'action, ouais, Sotoka qui on l'avait quand même vu plutôt maladroit la saison dernière sur l'exercice. On s'est quand même posé, on a eu tous la question, il y retourne quoi. Il y retourne, et il en met un deuxième qui n'est pas non plus extrêmement bien tiré, mais qui prend à défaut Lafont. Et oui, je pense qu'à partir de ce moment-là, à 3-0, en fait, à 2-0, j'étais déjà quand même assez serein, mais on ne sait jamais. Hein, les faits de jeu, ça va toujours très vite. Mais c'est vrai qu'à 3-0, là, tu sens que le match, en fait, il est plié. Et Sébastien, comment tu vois l'impact que peut avoir une victoire comme ça? On gagne de 4 buts, on a un joueur qui marque 2 pénaltys, c'est hyper bon pour la confiance. On a un autre qui marque pour la première fois au Stade Bollaert, ça c'est hyper bon pour sa confiance aussi. L'écart très large, qu'est-ce que ça a comme effet sur une équipe qui est vraiment très très concentrée sur son objectif? On le voit. L'effet, déjà, il existe puisque c'est ton 8e match sans défaite. Déjà, donc l'effet depuis Séville, l'effet lance et revient. Oui, la série, ouais. Donc voilà, ça c'est important parce que tu ne peux que monter ou te qualifier en Ligue des Champions ou monter en championnat avec des séries. Donc c'est le cas déjà. Donc et après ce match-là, je trouve que c'est un juste mérite vraiment de tous les matchs qu'on a vus à domicile depuis le début de la saison. C'est qu'enfin l'arbitrage, on va pas dire qu'il est pour toi, mais au moins l'arbitre est appelé par la VAR, ça siffle, c'est penalty. Tu vois, ça tourne en ta faveur. Nantes
qui passe à 4 derrière, il se prend un deuxième but, derrière, il n'y a plus personne, t'en mets 4. Ça te permet de recoller aussi au goal average. Tu es à -1 maintenant, ça commence à être, voilà, tu es 11e aujourd'hui, égalité avec le 8e, mais tu es à -1 au goal average. C'est mieux que -5, forcément. Tu as une large victoire à domicile, 3 buteurs différents. Donc, ça apporte beaucoup de choses. Les joueurs sont, je pense, soulagés parce qu'ils l'ont tout dit, c'est le match qu'il fallait gagner si tu veux ne pas être lâché avec dans le bon groupe pour éventuellement commencer à se battre pour revenir et jouer l'Europe. Tu vois. Donc, c'était vraiment un match capital, on le savait tous, et ça s'est extrêmement bien passé. J'ai envie de dire que c'est peut-être le moins beau match que j'ai vu depuis le début de la saison de la part de Lens. Et contradictoirement, en fait, tu gagnes 4-0. Voilà, c'est la magie du football. Mais je trouve que du coup, tout ça, c'est un juste mérite sur les efforts et sur la prise de conscience déjà depuis 8-9 matchs en arrière. Donc, je suis ravi et forcément extrêmement ravi de cette conclusion. Et j'espère que ça va donner effectivement une continuité et des ailes pour aller taper Lorient là-bas. Oui, si on voit la série aussi, depuis les 9 matchs qui ont suivi la défaite 3-0 à Monaco, qu'on ne doit pas oublier parmi les matchs les plus difficiles du RC Lens, on n'a encaissé que 6 buts en 9 matchs, donc un ratio de 2 tiers, ça c'est excellent. On va passer aux notes et je vais donner la parole à Amaury pour lui faire noter Florian Sotoka. Quelle autre note que 7 FS7, c'est 7, c'est un volume de jeu énorme, comme d'habitude. Il est venu colmater justement nos faiblesses sur les sorties de balles. Là, il est venu, il était à la même hauteur que Diouf sur son positionnement moyen, quasiment avec Aguilar, donc il est venu hyper bas colmaté. Mais il a fait du Sotoka, hein, pour le coup, on va pas broder. Il met ses 2 buts, il est hyper généreux, il va nous aider à sortir. Il va couvrir Aguilar quand il est parti, c'est lui qui fait la course et la transition défensive. Pleinement dans son rôle pour le coup. Donc FS7, c'est 7. Ouais, c'est vraiment un exemple en termes d'engagement, en termes de dépenses énergétiques. J'espère que tous les joueurs en ont. Par contre, la passe décisive, faudra qu'on redéfinisse quand même ce qu'est une passe décisive, hein, parce que là, elle est quand même moyennement décisive. Et dans les statistiques, ça compte. Je vais passer à toi, Antoine, en te donnant Kevin Danso, qui a été quand même très serein. Ouais, Danso, je lui mettrais 6. Match solide, début de match un peu à l'image de l'équipe, pas forcément à 100% de sa sérénité, mais derrière il est monté en puissance et il a fait du Kevin Danso, donc désolé pour lui, hein, ça aurait pu être un 7, mais il nous habitue tellement à faire des 7 d'une autre dimension que ça sera un bon 6. Mais par contre, il est encore dans sa poche. Il l'a mis dans sa poche tout le long. Qui ça? Ablin. Ah oui, Ablin, c'était couru d'avance par contre. Moi, je pense que Ablin, il avait la parfaite taille pour rentrer dans la poche de Kevin Danso dès le coup d'envoi. J'ai envie de te demander si tu as cette même impression que moi, qui est qu'il joue plus haut sur le terrain, qu'il hésite beaucoup moins à sortir et que des fois, il laisse Gradit et Medina derrière lui. Alors, je ne sais pas si tu avais prévu de faire noter Gradit, mais alors Gradit, en fait, il est passé de perceuse à mur, mais mur qui ne se fait pas percer. En fait, c'est toute l'évolution de Grady. Et je trouve effectivement que, on l'a déjà dit avec Medina, hein, Medina, c'est devenu notre numéro 10 reculé. Ça l'était déjà il y a très longtemps, mais ça l'est de plus en plus. Et Danso, en fait, Danso, en fait, il a ce profil de joueur aujourd'hui où il s'intercale entre le milieu de terrain et Medina et Grady pour proposer en fait une forme de dernier rempart en phase de possession qui ressemblerait un peu à un S, quoi, en fait. C'est asymétrique, ce qui permet en fait, je pense, de créer des circuits de sortie de balle. On l'a vu, hein, notamment contre le PSV où au début on a été vraiment mis en danger par leur pressing, et c'est au moment où justement Danso est un peu plus remonté qu'il a permis de sortir du pressing des adversaires. Ça marque aussi justement ce manque des deux au milieu de terrain. Exactement. Aujourd'hui, en fait, les défenseurs centraux, donc on sait que les trois sont capables d'amener, de casser les lignes et d'amener un avantage en supériorité numérique. Et en fait, ils se permettent plus chacun leur tour de pouvoir le faire. Et effectivement, on voit cette année un peu plus Medina et Danso, mais je suis sûr et certain qu'on verra notre Jonathan Gradit le faire. Mais ça montre effectivement ce que nos deux milieux n'arrivent pas à faire aussi. Donc,
Ils ont cette intelligence de pouvoir apporter aussi peut-être un manque qu'il y a actuellement au milieu. Ah, mais du coup, je suis pas sûr qu'on puisse s'en réjouir que d'un côté, on ait des Danso, Medina Gradit qui compensent les manques du milieu de terrain et qu'en même temps, tu as Sotoka qui décroche et qui compense aussi les manques du milieu de terrain. Ça peut valoir sur Et un quelques groupe, actions. ouais, Sur mais, Non, mais je suis d'accord. ouais, je Mais suis tout à fait d'accord avec toi. Mais quelque part, pardon, excuse-moi Antoine, quelque part, ça montre aussi l'état d'esprit et la générosité du groupe. Ça, Et Après, l'intelligence, effectivement, on doit pas. l'intelligence ça, non, mais collective. c'est ce que je veux dire. Ça montre l'intelligence des mecs qui sont capables sur le moment tout de suite de compenser, mais sur une saison entière et sur plusieurs compétitions, En attendant, il faut régler ce problème. en attendant que Diouf émerge. Moi, je pense que c'est vraiment, en fait, c'est de la compensation, en fait. Oui. Alors, Antoine Combe, je vais te redonner la parole sur un joueur qui a été peut-être un peu discret, Adrien Thomasson. Ouais, c'est pas le plus évident des matchs à évoquer, je pense, pour Thomasson. C'est pas celui qui a pu le plus se mettre en valeur de par la physionomie du match et de par justement ce qu'on disait, les problèmes du milieu de terrain et par le manque d'espace offert par Nantes en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, quand les espaces se sont ouverts, bon bah finalement, il était plus là. Donc oui, pour le manque de Lyon, on va dire, avec le milieu de terrain, etc. Je mettrais un 5, mais c'est pas contre lui, c'est plus voilà le collectif qui fait ça. Voilà, un match moyen plus, on va dire. Ah, je suis pas du tout d'accord. Ah, Je vas-y, suis Sébastien. désolé. Moi, je mets un bon 6. Moi, Thomasson est Il y a bon. un point. Déjà, c'est clair et net. Et il fait un travail de dingue. Je pense que c'est lui peut-être qui court le plus sur le terrain. Ah oui, ça c'est une Il certitude. compense de tous les côtés. Il est juste. Il ressort les ballons. Il est toujours disponible. Il va au duel. Alors, il a un problème, c'est quand il va tout de suite au duel, il va trop vite et il a tendance à se faire éliminer rapidement sur le premier crochet. Mais il est toujours là. Moi, sincèrement, je trouve que c'est un joueur intelligent qui peut travailler dans l'ombre. Alors effectivement, on ne le voit pas, mais il est là. Il est là. Moi, je trouve qu'il est hyper important. Alors, Sébastien, je vais te donner un joueur qui, lui, est plus dans la lumière. C'est Eli Wahi. Comment tu as trouvé son match que certains trouvent très bon et d'autres trouvent vraiment médiocre? Non, médiocre, non. C'est compliqué. Tu joues tout seul devant. Tu as les ballons, on en parlait en début d'émission. Tu as des ballons, c'est pas forcément des super bons ballons. C'est compliqué. Le mec, il fait sans arrêt des appels, il doit presser, ça monte pas derrière comme il faut. Le pressing, tu vois qu'il est moins bien mis en place que la saison dernière. Donc c'est compliqué pour lui. En plus, avec le temps pourri qu'il y a eu, quand tu es attaquant, que tu joues tout seul comme ça devant, putain, franchement, tu te fais chier. Après, malgré tout, il a quand même 2 occasions en première période. On en parlait, hein, le centre d'Aguilar. Oui, qui n'est pas très très juste, mais malgré tout, il est en position pour pouvoir au moins cadrer, ce qu'il ne fait pas. Et puis avant ça, il a une frappe aussi pied droit, premier poteau sur le gardien, il frappe, il peut la croiser aussi. Donc malgré tout, il a des occasions. Non, il fait du gros travail, je le trouve impatient, je le trouve très très dur avec lui-même. Il aimerait réussir tous ses gestes et c'est ce qui me donne l'impression de l'extérieur. J'ai envie de lui dire calme, t'inquiète, ça va venir. Mais tu le sens, il veut vraiment tout réussir tout le temps. Donc, c'est un petit peu le défaut de la jeunesse aussi, cette impatience. Mais après, il travaille pour l'équipe, il travaille pour le groupe. Donc, c'est très important, tout ça pour lui dire, je vais mettre 6. Je vais mettre 6 parce qu'il fait partie de cette équipe qui a gagné 4-0. Donc, il a fait son boulot, quoi. Non, je suis d'accord avec A priori, si je ne dis pas de bêtises, que tu me pardonnes, a priori, Eli Wahi aurait touché 17 ballons. Pour un joueur qui adore jouer, qui adore combiner, on est allé chercher lui parce qu'on voulait son style de jeu. On voulait pas qu'il devienne Sotoka et qu'il court dans tous les sens. Donc tu touches 17 ballons, tu sens forcément un peu de pression. On a vu Sotoka qui l'a harangué pas mal, son coach qui l'a harangué pas mal. En fait, il n'est pas venu pour être un marathonien comme les autres, quoi. Donc il est venu pour toucher des ballons. Et moi, je voudrais temporiser un peu tout ça. Quand on attaquera et qu'on sera costaud offensivement, il sera 3 fois plus utile encore. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Je le trouve assez durement jugé par Bollard parce que effectivement, comme disait Sébastien, il montre des signes de frustration, ce qui est logique. Et surtout qu'avec 17 ballons, il peut finir avec un doublé. Hein, donc, en plus. Mais c'est ce qu'on lui demande en même temps. On n'a pas besoin qu'il touche 90 ballons. Oui. Non, mais en fait, il y a plein de choses, moi je trouve. En fait, déjà, la comparaison qui est faite, elle est faite avec Openda. Mais les gens comparent avec le Openda de fin de saison. On ne compare pas avec le Openda de début de saison. Donc déjà, en fait, là, l'analyse est biaisée. Et ce ne sont Deuxièmement, c'est pas les mêmes joueurs. Troisièmement, Wahi a 2 ans de moins.
que Openda. Il est même plus jeune que David Pereira da Costa, qui a montré jusqu'à encore le preuve du contraire beaucoup d'irrégularités. Il a le poids de son transfert, 35 millions, il change d'environnement. Et pour autant, le mec a été 3 fois décisif en Ligue des Champions. Il est capable de marquer sur 17 ballons touchés, encore 2 buts, comme l'a très bien dit Amaury et Antoine juste avant. À un moment, je suis d'accord. Moi, je pense qu'on doit être plus exigeant avec lui, parce qu'il doit peut-être faire un peu plus. Des fois, on a l'impression que... Mais à un moment, si le garçon a une allure nonchalante, on va pas le changer. Des fois, on voit des gens dans la rue, ils ont une attitude plus nonchalante que d'autres. Ça fait partie des fois du morphotype de l'individu. En fait, on va pas demander à quelqu'un de devenir tendu, faire le 6-pack sans respirer, juste pour paraître énervé et donner l'impression que le gars est motivé et construit. Non, je pense juste que Eli Wahi, c'est un joueur qui est un peu plus artiste, un peu plus comme différent d'Open. Il est clairement différent d'Openda. Ouais. Maintenant, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Aujourd'hui, Wahi, c'est la cible facile en fait. Il vaut 35 millions, il se bouge pas. J'en veux un autre. Et moi, je trouve qu'on est sur une bassesse intellectuelle dans l'analyse là qui, moi, ça me sidère. Moi, je comprends ce que tu veux dire, Antoine, et tu sais de quoi tu parles quand tu parles de relâchement et de facilité. On va passer à la mi-temps, l'actu du Racing. Donc, pas de match ce week-end pour cause de vacances scolaires, j'imagine, ni pour la réserve, ni pour les U19, ni pour les féminines. Alors, l'actualité du RC Lens, en revanche, le 3 novembre, c'est-à-dire vendredi, c'est la sortie du livre de Gervais Martel. Il n'y a rien qui va mal. Donc, c'est aux éditions En Exergue, qui sont des éditions sportives, et c'est écrit avec le journaliste de l'équipe Bernard Lyon. Si vous aimez la verve de Gervais Martel, si vous aimez les bonnes anecdotes, parce que ça va à la fois de son enfance jusqu'à son projet d'emmener beaucoup d'enfants au JO de Paris 2024, en passant évidemment par la grande époque du Racing Club de Lens et par les difficultés, les moments plus difficiles avec Mamadov. Vous retrouverez tout ça. Donc, c'est en librairie, comme je vous le disais, vendredi. On va passer au quiz. Maintenant, on va jouer. Et j'ai envie de faire un quiz en individuel. Vous allez jouer chacun votre tour pour vous-même. Ça la transition, Hugues, c'est que tu fais gagner le livre à ceux qui gagnent le quiz, là, c'est ça? Non, je le garde pour moi parce que je ne l'ai pas encore lu. Et t'as pas le livre de Guillaume Farmuse? Non, j'ai pas le livre de Guillaume Farmuse, mais il y a aussi effectivement cette autobiographie de Guillaume Farmuse qui est sortie le 25 octobre. Très juste, Sébastien. On va jouer maintenant. Donc, ça portera sur les équipes que Lens a battues 4-0 ou plus, c'est-à-dire les équipes qui ont pris 4, 5, 6, 7 buts contre les Grands et Or et qui n'ont pas marqué. Donc, ça peut être en championnat, ça peut être en coupe ou dans les compétitions européennes. Il y a des clubs amateurs, il y a des clubs étrangers. Et on va remonter jusqu'en 1991. Donc, une année où on remonte en première division, vous vous en souvenez tous. Ça donne 23 équipes, si mon compte est bon, et vous allez me les citer. Et on va commencer par Amaury. Le point, non, je pense qu'il y a Auxerre dans le lot. Il y a Auxerre, évidemment, il y a un 7-0 dont on se souvient tous en 2005. Je vais passer à Antoine Combe. Vous pouvez pas mettre premier? Cannes? Il n'y a pas Cannes. Malheureusement, Antoine Combe, tu es éliminé. On va passer à Antoine. J'irai Bastien. Bastia, effectivement, on les a battus 2 fois, 4-0 en 2000 et 7-0 en 2001. Sébastien Dallet, est-ce que tu peux me citer une troisième équipe? Et tu peux y aller, hein, tu peux dire des clubs qui sont vraiment bien connus. Je dirais Rennes. Rennes, effectivement, si je retrouve Rennes, on les a battus 5-0 en 1994. Yes. Amaury de Manchot. Lyon. Lyon, c'est vrai aussi. Pareil, 4-0 en 1994. Antoine. Du coup, le FC Nantes. Le FC Nantes, on les a battus 4-0 en 2023. C'est exact. Sébastien Dallet. Dédicace à Antoine Combe. Hein. Sans commentaire, ouais, sans commentaire. Je dirais Marseille. Marseille, on les bat 4-0 en 1999. Amaury de Manchot. Lille. Lille, on ne les a jamais battus. 4, 5, 6, 7, 0 depuis 1991. Je pense que même ça va être dur de retrouver un derby qui se soit terminé sur un score aussi large. Donc, on a une finale entre Antoine et Sébastien. Antoine. Toulouse. Toulouse, c'est exact. On les a battus 4-0 en 1994 et
4-0 en 1991. Sébastien. Les stacks. Alors, 3, oui, on les a battus 4-0 en 2021, souvenez-vous. Antoine. J'ai le Stade Malherbe de Caen. Le Stade Malherbe de Caen ne fait pas partie des équipes. Oh là 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 là. Mais oui, mon Seb. Il gagne Et un quiz Seb, individuel, alors, c'est incroyable. Incroyable. Seb, C'est ton moment là. pour l'instant, tu n'as pas encore gagné puisque tu as répondu autant qu'Antoine. Il faut une équipe de plus, s'il te plaît. Allez les sbroufeurs, montre-nous là. Éclate-nous, éclate-nous. Allez, 4. Tiens, T'as bien mis 4-0 une team, Sébastien. j'en avais un. Je vais dire. Allez, c'est parti. Là. Je vais dire Saint-Étienne. À Étienne, qu'on est allé battre 4-0 à Ouais. Geoffroy-Guichard en 1990. Victoire de Sébastien, allez. Et là, il n'y a rien. Là. Et ouais, allez, Mino, allez, hop. Il est tard, allez vous coucher. Félicitations Sébastien, c'était une belle victoire. Si vous voulez que je vous rappelle des bons souvenirs, on a battu Armentières, on a battu Béguène, on a battu Bourg-en-Bresse, on a battu le Ternica Skopje, on a battu Clermont avec ce quadruplé d'Openda, vous vous en souvenez, on a battu Creil, le Gazélec Ajaccio, etc. Il y en a beaucoup. On a battu Nolébine, Trélazé, Sedan et Saint-Dizier, il y en a énormément comme ça. Je vous enverrai la liste si ça vous plaît. On va passer à la deuxième mi-temps et à ce débat sur Facundo Medina, un joueur qui est évidemment très apprécié. Il a même son propre chant. Donc Facundo Medina, meilleur joueur du RC Lens actuellement, c'est la question. On va restituer le personnage. Il est argentin, il a grandi dans un quartier pauvre de Buenos Aires, il a 24 ans. Lens, c'est le deuxième club de sa carrière professionnelle après Talleres. Il y est depuis 2020. Et on sent un joueur qui n'a pas cessé de monter en puissance. Donc, je vais poser la question à Amaury pour commencer. Est-ce que, pour toi, il est le meilleur de l'effectif en ce moment ou pas le meilleur? Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à comparer des postes différents, des styles de jeu différents. Mais oui, je pense que là, il est le meilleur. Et c'est assez drôle parce que contre Eindhoven, je me dis, c'est lui qui nous fait gagner, enfin, en tout cas, qui marque le deuxième but. C'est tellement symbolique, c'est tellement fort. Et finalement, ça arrive 3 jours plus tard. Oui, je pense que c'est le meilleur. Il est toujours en train de demander le ballon. Moi, ce qui m'éclate, c'est qu'il est toujours comme ça. Et même quand la balle est au poteau de corner, il est comme ça, alors qu'il a 60 mètres. On se parlait moi, l'une des dernières missions que j'ai faites, on se parlait de manque de leadership dans notre équipe au début quand ça allait mal. Et je trouve qu'il prend sa part du gâteau là-dedans. Il est toujours en train d'haranguer tout le monde, il est toujours en train de pousser tout le monde. Et en fait, son style de jeu fait qu'il est toujours dans le dépassement de fonction, en train de monter aux autres qu'on peut aller attaquer, même si on est défenseur, et créer le surnombre et apporter devant. Et donc, oui, je pense qu'en ce moment, c'est le meilleur joueur de l'effectif en soi. Antoine Combe, évidemment, prendre des risques comme ça, offensifs, quand on est stopper, ou du moins défenseur central gauche, ça demande un gros physique, une grosse confiance en soi. Est-ce que il a particulièrement cette capacité à courir tout le match? Oui, parce que de toute façon, il répète les efforts tout le long du match et j'ai pas souvenir d'avoir vu Medina démarrer un match et ne pas le finir. Donc, au niveau du coffre, il est là. Moi, surtout le point sur lequel j'ai envie d'insister sur Medina, c'est ce qu'il apporte au niveau mental à cette équipe, que ce soit en termes de vice, parce qu'on n'a pas de joueur vicieux finalement, à part Medina qui sait rentrer dans la tête des joueurs. Il peut jouer soit sur son caractère, soit sur ses origines. C'est un Argentin. Moi, j'ai en tête tout le match qu'il a fait avec Gabriel Jesus à Bollaert et il a construit un immeuble dans son crâne. Donc ça, mais ça nous fait du bien parce que à très haut niveau, on voit des joueurs qui ont fait des très grandes carrières et qui ont ce vice. Et l'un des meilleurs exemples, c'est Sergio Ramos. Donc moi sur ça, je trouve qu'il s'en rapproche assez bien et on en a besoin. Et pour aller encore plus loin, pour moi, c'est un peu notre capitaine sans le brassard en fait, parce que c'est lui quand l'équipe est moins bien qui va t'insuffler, voilà quelque chose. Contre le PSV, et Wai danse sur son égalisation. C'est le premier à dire arrêtez de danser, on va aller le gagner ce match. Et c'est totalement la mentalité qu'il nous faut. Et c'est hyper important d'avoir ce joueur. On disait qu'avec le départ de Fofana, voilà, on perdait un peu cette tête de proue de caractère, etc. Et moi, je trouve que Medina l'a toujours eu. Là, ça permet peut-être de se mettre un peu plus en avant sur ce plan-là. Mais pour moi, s'il y avait eu un capitaine sur le terrain, c'était soit lui, soit Sotoka. Mais lui, là, pour moi, il a vraiment le comportement d'un capitaine et d'un leader. Et on le voit en plus en termes de jeu, pas que au niveau mental, en termes de jeu. Dès qu'il y a des difficultés,
Tu vois le deuxième but, dépassement de fonction, et le mec, il fait toute l'action. Tout le long de l'action, je me fais, mais il fait tout. Il fait tout et il va jusqu'à mettre le but. Je pense que vraiment le deuxième but résume totalement Medina Racing Club de Lens et ce qu'il apporte à cette équipe. Et en fait, il apporte tout à tous les étages. Antoine, toi qui connais bien cette problématique en vivant à Madrid, il arrive en France, il doit apprendre le français, comme toi tu devais apprendre l'espagnol. Aujourd'hui, il est quand même très communicatif, on a l'impression qu'il sait exactement ce qu'il doit dire à ses coéquipiers. Ah ouais, alors par contre, sur l'intégration, je ne me mettrai jamais au même niveau que Facundo Medina. Je pense que lui a apporté beaucoup plus au RC Lens que moi à la ville de Madrid dans les premières semaines. Non, mais par contre, je souscris totalement à ce qu'a dit Antoine Combe. C'est-à-dire que en fait, Facundo Medina, c'est un joueur ultime dans le sens où techniquement, physiquement, dans l'engagement, dans le leadership, il rassure. Voilà, je sais même plus quoi dire en fait sur ce joueur tellement il m'impressionne, tellement dès qu'il est là, en fait, je me sens beaucoup plus serein, en fait. Et c'est un peu valable aussi pour les deux autres, Danso et Grady. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression que lui, il va chercher un truc en plus, en fait. Et comme l'a dit Antoine, rentrer dans la tête de Gabriel Jesus en Ligue des Champions, c'est un marqueur fort d'un joueur qui est déjà prêt, à mon avis, pour jouer le très, très, très haut niveau. Ce que je vois pas forcément encore chez Danso et Grady. Mais voilà, il faut pas non plus tomber dans le jeu trop facile des comparaisons. Mais pour répondre à ta question, je pense qu'en ce moment, il est l'homme très fort du Racing Club de Lens. Après, la saison est longue. Hein. Il y aura certainement des relais dans le leadership technique ou physique. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il est en pleine bourre, Facundo. Alors Sébastien, toi qui le vois peut-être avec un œil d'attaquant, c'est quand même le genre de joueur qu'on déteste avoir contre soi, qu'on adore avoir dans son équipe. Il est capable d'un peu tout, défensivement, mais aussi offensivement. Et on voit ce tir du droit hier complètement inattendu. C'est-à-dire que le défenseur se dit non, il va pas tirer du droit, c'est pas possible. Et il le réussit quand même, comme un attaquant, comme un avant-centre qui aurait cette vista de marquer dans n'importe quelle position. Mais tu as tout à fait raison, mais je crois que même lui, il ne savait pas qu'il pouvait marquer du droit. C'est sûr. Parce que quand tu regardes bien l'action, et je me souviens en direct déjà, et après je l'ai revu, il se dit merde, fais chier, putain, la balle, elle est sur mon pied droit. Bah, c'est pas grave, allez, je frappe. Et il te met une frappe, mais laisse tomber, pure. Près du poteau. Mais je te dis, mais même lui, il était dégoûté. Le mauvais contrôle, elle se retrouve sur le pied droit, tant pis. Mais non, mais après, c'est compliqué d'ajouter quelque chose parce que je pense que les deux, Antoine et Amo, ont bien su déjà tout dire. Moi, ce que je rajouterais, même si ça a été dit, ce que je vais mettre l'accent, c'est ce leadership. C'est-à-dire qu'effectivement, Antoine Combe l'a évoqué, aujourd'hui, c'est ton capitaine, en fait. Dans un groupe, tu as des leaders physiques, techniques, et tu as les aboyeurs. Tu as ceux qui parlent et qui ont un gros caractère et qui vont emmener les autres. Tu as Sotoka et tu as lui, effectivement. Et lui, aujourd'hui, c'est ton leader, c'est ton capitaine du terrain. C'est clair et net. Et effectivement, Antoine Combe le disait aussi, quand tu égalises contre Eindhoven, lui, il prend le ballon, il va retourner voir les autres. Les gars, on va marquer le deuxième. Vous danserez après, quoi. Et puis là, sur ce match, effectivement, là, il a touché les étoiles. Là. Après, c'est Amo, je crois qu'il disait, le petit pont qui fait juste devant. Moi, j'étais en le panneau, juste devant. Et tu te dis, bah, ça y est, il est parti. Là, Coco, il touche plus terre. Il a terminé Coco, là, parce que déjà avant, il fait un contact épaule et il le met à côté. Derrière, il lui met petit pont. Grave. Sortie de balle dans la largeur. Incroyable. Quelle belle ovation du stade. Et je crois que tellement tout le monde a chanté que le stade, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé ou entendu, ils ont rechanté encore après la fameuse chanson Facundo Medina. Et donc, tu voyais Medina partout. Limite, il faisait le tour du stade déjà en plein match. C'était excellent. Et ça, c'est un joueur, effectivement, qui a toutes les valeurs que Lens a besoin et qui montre l'exemple. Voilà. Tu peux être bon, moins bon, mais le mec, c'est comme Sotoka. Le mec, il donnera toujours tout, il va crever sa mère sur le terrain, c'est mort, tu vois, c'est clair et net. Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, je pense qu'il y a certains
c'est très réducteur ce que je veux dire, mais je pense, un petit peu vrai. Il y a quand même certaines nationalités qui cadrent bien en fait avec des clubs. C'est-à-dire que, tu vois, les joueurs argentins, ils ont cette grinta qui correspond bien en fait au RC Lens, à l'Olympique de Marseille. Les joueurs un peu plus brésiliens, un peu plus malandro, un peu plus, ça va bien avec le Paris Saint-Germain. Enfin, c'est très réducteur, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a une vraie idée derrière. Tu vois, un Facundo Medina, la grinta de Facundo Medina. Le jour où il part, il va falloir la retrouver quelque part, tu vois. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce profil de joueur de par la caractéristique psychologique, le caractère, parce que effectivement aujourd'hui, la base arrière est extrêmement forte d'un point de vue leadership. Devant, on a aussi quand même Sotoka qui emmène du braquet, et ça rejoint un peu toutes les analyses qu'on a depuis le début de la saison. En fait, aujourd'hui, le parent pauvre, entre guillemets, dans les lignes, dans les différentes lignes du RC Lens, on sent que c'est encore le milieu de terrain qui cherche en fait à trouver cette forme d'autorité et cette forme de domination. Alors, Amaury, Antoine touche un peu à la question, mais je vais la poser. Un joueur comme ça, il va forcément être très sollicité, et il a, du côté à la Ligue des Champions, il a montré qu'il a fait largement le niveau. Il va avoir envie de continuer. Comment on retient un joueur comme ça qui va être sollicité peut-être dès le mercato d'hiver et qui sera très sollicité au mercato d'été prochain? Bah, moi, à part enchaîner les Ligues des Champions, je vois pas comment on peut le retenir. Ça aurait ses limites assez rapidement. Après, des défenseurs qui performent au RC Lens et qui galèrent derrière, on en connaît aussi. C'est quand même un système complètement à part entière, dans un rôle complètement différent. Moi, si je suis coach, je suis pas du tout, mais si je suis coach à très haut niveau dans une défense à 4, je balance pas 50 barres comme ça, hein. Je pense qu'il aura besoin d'un passage dans une défense à 4, dans un club un peu plus péclance, dans un top club européen, mais voilà, juste entre les deux, pour confirmer, parce que ce qu'il nous apporte là, quand il fait ses 80 mètres, là, malgré son effet un peu le volume de jeu qu'il a, je suis pas sûr que ça, on puisse lui permettre dans une défense à 4 et à très très haut niveau européen. Donc je suis pas très inquiet sur la plus-value financière. Mais il faut pas croire que ces 60 millions, c'est parti l'an prochain. Forcément qu'il aura des sollicitations, mais pour moi, c'est assez dur de le transposer dans une défense à 4, dans un club de très très haut niveau pour l'instant. Ouais, tout à fait. Faut pas oublier qu'il n'est pas titulaire en sélection. Non, il a 3 sélections seulement. Il a joué surtout Donc, 1 heure contre l'Indonésie, qui était un match vraiment secondaire pour l'Argentine. Ça y joue aussi pour ceux qui vont suivre la Ligue 1. Tu vois, c'est un joueur qui peut intéresser, mais il n'est pas titulaire en sélection en équipe d'Argentine. Donc c'est aussi quelque chose qui peut peut-être nous permettre de le garder encore un peu. À contrario, lui va peut-être pousser aussi pour partir, parce que peut-être que lui se dit que c'est parce qu'il joue à Lens qu'il n'est pas titulaire en sélection. Oui, alors après, on a cette chance effectivement qu'il ne fait pas tous ces longs voyages vers l'Amérique du Sud pour disputer ces éliminatoires qui sont extrêmement exigeants. Et je voulais rajouter que sur Transfermarkt, pour l'instant, il est valorisé à 22 millions. Ça me paraît déjà pas mal. Ça serait une énorme plus-value pour un joueur qui est arrivé pour quelques millions d'euros. T'inquiète pas on le vendra beaucoup plus cher, hein. On vendra beaucoup plus cher s'il continue à ce rythme-là, en tout cas. On va continuer. Juste pour finir, Hugues, jamais exclu en Ligue 1. On a l'impression d'un joueur qui prend beaucoup de cartons, mais il ne commet jamais l'irréparable. Ouais, c'est vrai. Il sait s'arrêter au bon moment, il sait provoquer, mais il sait s'arrêter au bon moment. On va se projeter maintenant, puisqu'on parle de la Ligue 1, sur le match contre le FC Lorient. C'est samedi 17h au Moustoir. Les Merlus qui sont mal classés maintenant et qui traversent plutôt une mauvaise passe. Il y a 2 victoires convaincantes dans leur saison, 4-1 contre Lille, 2-1 contre Rennes, c'était il n'y a pas si longtemps, le 22 octobre. Et le reste, c'est plus mitigé avec des défaites parfois larges, mais la capacité à tenir des résultats aussi contre des gros. Bref, Antoine, une équipe qui est un peu capable de tout. Comment tu la vois actuellement? Est-ce que c'est un adversaire difficile qui attend le RC Lens? Ouais, je pense qu'on peut partir du principe que Lorient, ça va être difficile, quoi qu'il arrive, comme Clermont à Clermont, j'aurais eu à peu près le même discours. Lorient, c'est comme tu dis, c'est compliqué parce que tu as l'impression que ils sont capables du meilleur comme du pire. Ils ont quand même beaucoup de qualité dans leur effectif. Voilà, maintenant, moi, on va reprendre cette bonne habitude là qu'on avait un peu perdu en début de saison. On va surtout se concentrer, je pense, sur ce qu'on est capable de faire. Moi, je vois un Lens qui doit surtout viser, avoir pour objectif de poursuivre la dynamique comptable, continuer à engranger des points, sachant que bon, il y a Lorient, après il y aura le déplacement à Eindhoven et puis la réception de Marseille. Donc
Donc voilà, ça va être encore une semaine à 3 matchs chauds qui va falloir jouer. Et le match à Lorient, je pense, va être un match. Ça sera pas le match le moins compliqué des 3. Pas le plus dur, mais il faut vraiment pas le voir comme le match le plus facile à jouer. Ouais, Sébastien, on part quand même avec quelques certitudes. Cette assise défensive retrouvée, et ça permet de libérer un peu tout le monde. Oui, puis l'attaque, entre guillemets, pas retrouvée, mais en tout cas, on a quand même planté 4 buts. Moi, j'entends très bien tout ce que dit Antoine, qui excelle dans son domaine forcément d'analyse. J'ai envie de dire que Lorient, c'est une équipe, c'est toujours compliqué, mais c'est une équipe qui nous va bien parce qu'elle joue. Elle joue. Et elle joue, donc du coup, elle se découvre et on arrive toujours à planter quand même un peu là-bas. Et si tu gardes cet état d'esprit et cette force défensive que tu as, un bon clean sheet là-bas, ça serait fort sympathique. Et je sais qu'on a largement la puissance et la force nécessaire pour planter au moins 1 ou 2 buts là-bas. Voilà. Donc, je ne vais pas dire que c'est un match qui m'inquiète. Je ne vais pas dire non plus que c'est un match qui ne m'inquiète pas. Mais c'est un match à prendre très au sérieux. Mais si on joue vraiment sur nos qualités et si on fait du lance, je ne vois pas pourquoi on ne poursuivrait pas notre belle aventure là. Moi, je pense qu'effectivement, Eli Wahi, il a la possibilité, la capacité de passer en dessous des jambes d'Isaac Touré pour le prendre en profondeur. Non, mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Je trouve que Lorient, s'il y a un point faible, c'est vraiment leur défense. Leur défense centrale. Ouais. Et ils ne sont pas dans une bonne période actuellement. Non, mais ils ont tenu Nice, Lille et Monaco chez eux et Rennes. Ouais. Pas en jouant. Pas en jouant, c'est un gros bloc qu'on traîne, ils ont la chance de marquer vite, c'est même pas un but qui marque, Omari il fait un 1-2 avec le poteau là, mais c'est très solide surtout, et d'ailleurs il y a un décalage entre ce que proposait le Brice à ses débuts et là début de saison où c'est quand même hyper costaud, et c'est le match piège où il faudra pas se jeter dans la gueule du loup parce qu'il va y avoir des transitions hyper rapides, et moi ça me fait plutôt peur, même si leur début de saison est loin d'être bon. Alors Antoine Combe, on parlait beaucoup du milieu de terrain. Qu'est-ce que toi, tu verrais comme milieu de terrain sur ce match? Est-ce que c'est pas l'excellente occasion de titulariser Nila Inaoui? Comme vient de le dire Maurice, ça sent un peu le match piège où il faudra surtout jouer avec patience. Est-ce qu'on peut déjà lancer Nila Inaoui sur un match comme ça? Je suis pas sûr. Limite, je mettrais même plus à Mendy qui a l'expérience. Mais alors, qui mettre avec, sachant que souvent c'est la paire Mendy-Samed qui joue avec des champions. Donc mettre Diouf potentiellement, Mendy Diouf. Non, c'est une question assez compliquée. J'ai pas la réponse. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Sachant que on s'inscrit dans une semaine encore à 3 matchs et on sait que voilà, Hez a déjà une idée de compo pour chaque match et du coup une répartition des temps de jeu. Mais je pense pas qu'il va sacrifier ce match. Surtout, moi, ce qui m'inquiète, mais un point sur lequel il faudrait être vigilant, Lorient joue dans un système à peu près similaire au nôtre, un 3-4-2-1. Les saisons précédentes nous ont montré que quand on joue face à une équipe qui a à peu près le même schéma, c'est un peu compliqué pour nous. C'est pas les matchs les plus simples. Donc il y aura un gros défi tactique, je pense, entre les deux entraîneurs. Mais bon, comme on l'a dit, la première mi-temps de Nantes nous l'a montré encore une fois. Exactement. Donc non, après, ce qui peut jouer en notre faveur, c'est que Lorient, c'est quand même 20 buts encaissés en 10 matchs. Donc bon, la moyenne se fait assez rapidement. Et je nous vois plus capable de leur mettre des buts que eux nous en mettre. Donc le football, le but, c'est d'en mettre un de plus. Donc voilà, je suis toujours optimiste, mais je pense que comme depuis notre début de saison, il faudra savoir être patient. Je pense que c'est le maître mot pour ce match. Moi, j'ai regardé un peu Reims hier, mais j'ai regardé un peu Reims-Lorient hier, quand Steele prend un rouge parce que il perd ses nerfs, ça va être ça, hein. Faut pas croire juste parce qu'il est teubé, il vrille, hein. Non, ça va être une vraie garde des nerfs, je pense. Moi, je vois bien effectivement la titularisation de El Anaoui, carrément. Et le problème, c'est que je sais que s'il le met titulaire, on en reparlera, mais il va faire the match. Et là, ça sera un problème après pour Francaise, parce que les autres, après au milieu, ils vont se dire. Ouais, ça sera. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à l'effectif. Mais un problème de riche. Par contre, là, ce que El Anaoui peut apporter, moi je trouve, et vu du stade, Sébastien, je pense que tu pourras confirmer, il a une présence athlétique pour un mec de 22 ans. Il a le torse bombé assez impressionnant. Mais il est grand. Et ça peut être intéressant éventuellement pour répondre à un éventuel impact physique de Lorient. Moi, il me fait penser à Wembanyama.
Moi, non, Quand même Et pas. gros, c'est il comme. joue comme un Thomasson, le mec. Et non, mais sérieux, le mec, il est à la récupération et il est déjà dans la surface. Il est à la conclusion, ouais. Sincèrement, Mm. moi je vous dis, ce mec-là, en plus c'est un Marocain, on connaît aussi l'état d'esprit, on parlait des Argentins, la Grinta, on connaît aussi l'état d'esprit des Marocains, ça lâche rien. Donc l'état d'esprit en plus il est bon, le mec techniquement il est bon, défensivement il est bon, offensivement il a loin d'avoir les pieds carrés. Sincèrement, attention, lui ça va être un grand. Moi c'est ce que je vois en tout cas. Moi, ce qu'on m'a dit sur El Ainaoui, c'est que déjà l'entraînement, il bluffait tout le monde. C'est un joueur qui a une grosse qualité technique et en plus de ça, en fait, on m'a rapporté que c'est pas le genre de joueur qui fait des gris-gris et le dribble en trop. C'est un joueur qui est très juste, qui lâche très vite les ballons, il impressionne tout le monde. Le petit souci, c'est que je pense que ça va avec son âge. C'est un joueur qui malheureusement n'a pas encore conscience vraiment. Il est un peu en découverte, en émerveillement, et on l'a vu à la fin du match. Il était là, il était tout heureux, tout émerveillé d'avoir marqué son premier but à Bollaert. Et je pense que quand cette phase, cette assimilation en fait, du fait qu'aujourd'hui c'est plus le petit El Ainaoui de N1 qui joue en Ligue 1, mais le El Ainaoui de Ligue 1 qui joue au RC Lens, je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec Seb, je pense qu'on est sur un joueur qui est très très prometteur. Je renvoie les gens à l'article qu'on avait fait sur Culture Sans Erreur. Un suiveur de l'AS Nancy-Lorraine nous avait clairement dit que c'était un joueur exemplaire à tout point de vue, qu'il était quand même capitaine d'un navire qui était complètement chancelant, donc qui a le sens des responsabilités, qui a énormément de caractère et qui a justement ce jeu où il est capable de percer balle au pied, box-to-box avec la possibilité de finir, qui a un très bon jeu de tête parce qu'il est assez puissant. Et voilà. Maintenant, je suis quand même un peu encore mesuré sur El Ainaoui. Je pense que je sais pas si il va très vite avoir sa chance en tant que titulaire, mais je pense que je serai encore un peu serrure sur le match de Lorient et j'attendrai encore quelques entrées de jeu. J'aimerais le voir un peu plus que 15 minutes par match. Bon, en fait. alors avec un père tennisman professionnel, moi je suis sûr qu'il a de l'ambition et à la fois la tête sur les épaules. Donc on va voir, on est visionnaire là-dessus, on va essayer d'être visionnaire sur le score. Et donc Antoine, je vais te laisser la parole pour nous dire ton pronostic sur ce Lorient-Lens. J'aimerais bien un match nul. Enfin, j'aimerais bien ne pas perdre, donc je vois plutôt un match nul. J'aimerais une victoire, mais je vois un match nul, pardon. Pronostic. Je sens le 1 partout. Antoine Combe. 0-2. Amaury. 0-0. Et Sébastien. Éclaté. T'es muté, c'est vrai. Un bon 0-1 à l'ancienne. Un bon 0-1 à l'ancienne. C'était le pronostic mystère qui a fini par nous arriver. Et c'est la fin de cet épisode de Culture Sans et Or. Je vous remercie d'être aussi fidèles, de vos commentaires. C'est toujours encourageant. Merci à tous ceux qui rendent cette émission possible, l'encadrement, Alexis à la technique et tous ceux qui étaient là ce soir pour nous faire ces commentaires. Vous nous retrouvez et bien évidemment sur culture-sans-erreur.com, sur nos réseaux sociaux. À bientôt pour une prochaine aventure. Et portez-vous bien d'ici là. Et joyeux anniversaire, Hugues. Joyeux anniversaire, Hugues. Joyeux anniversaire. Magnifique. Quelle émission de